Le 9 mars 1914, Léon Denise expédie une carte postale représentant la vie pastorale qui l'entoure. Il est né en 1878 à Césarville dans le Loiret, tout près de Metz, où il dirige maintenant son domaine agricole. Il écrit à ses amis : « Le mauvais temps nous poursuit. Nous n'avons pas une seule raie d'ensemencement de fait. Et quand pourrons-nous commencer ? Il pleut tous les jours. L'eau est glaciale et poussée par un grand vent. » Il évoque le probable départ de son contremaître agricole saisonnier si la pluie persiste. Son jeune fils de 5 ans, Pierre, né en 1909, arrive tout juste à se défaire d'un rhume persistant. Malgré le mauvais temps et les difficultés, comme toute la France, Metz vit au rythme de ce qu'on idéalisera sous le nom de la Belle Époque. C'est une France majoritairement rurale, autarcique, dans laquelle la mécanisation n'existe quasiment pas et vit un début de XXe siècle avide d'espoir et de confiance dans l'avenir, avide des transformations, du progrès et des techniques. L'assassinat, le dimanche 28 juin 1914, de l'archiduc François-Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, allié de l'Allemagne, par le nationaliste serbe Gavrilo Princip, transforme les accords de paix des pays européens dans un engrenage infernal que rien de sensé ne voudra arrêter. Le tsar Nicolas II décrète la mobilisation générale. Guillaume II, le Kaiser, déclare l'Allemagne en danger de guerre. C'est un choc des nationalismes exacerbés, allemands et russes, qui s'avère fatal à enchaîner dans sa suite vertigineuse la France et la Grande-Bretagne. Lorsque les Français apprennent le 1er août 1914 que la veille, dans un café parisien de la rue du Croissant, le pacifiste acharné Jean Jaurès a été assassiné à 21h40 par Raoul Villain, ils comprennent que le pays est conduit à basculer dans une spirale. La mort de Jaurès sonne le glas de la raison pour la paix en Europe. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août, puis le 3 août à la France. En quelques heures, la France est saisie des gravités et des émotions que nourrissent les propagandes et les cloches des églises. Les hommes en âge de se battre sont mobilisés. On leur fait rejoindre les gares vers les centres de mobilisation. Tous croient aux déclarations politiciennes que la guerre sera courte et la fleur au fusil, dans un pays qui vénère son armée. Au nom de la patrie triomphante, on affiche des images d'enthousiasme qui seront dans le fait celles d'une guerre dévastatrice pour plus de 4 années. L'homme qui croyait dans son avenir radieux s'en va pour être foudroyé dans la boue et l'absurde. Ils seront des millions fauchés dans la fleur de leur jeunesse. Le souvenir des Prussiens de 1870 étant encore présent, on prend en considération immédiate de grands moyens pour la défense de Paris où resteront toujours des troupes en proximité. Pour ce faire, les centres de formation des unités de soldats seront répartis autour de la capitale et au long des lignes de chemin de fer. Pour notre proche secteur, les pilotes d'avion seront formés à Étampes, les infirmiers, brancardiers et médecins à l'hôpital de Brétigny qui soignera les blessés à l'arrière du front. Oncy-sur-École et Milly accueilleront les formations pour les zouaves. Boutigny-sur-Essonne, celle du 23e régiment d'infanterie coloniale, et Metz, celle du 21e régiment d'infanterie coloniale, les Marsouins. Les archives de l'armée qui nous ont légué un livre d'or du 21e régiment d'infanterie coloniale nous en laissent un récit tronqué, à la principale gloire de ses gradés et de ses médaillés sur un fond édulcoré de l'horreur de toutes les batailles terribles où ceux qui ont été formés à Metz seront présents. Bataille de la Marne, du 22 août au 16 septembre 1914. Les combats d'usure en Champagne, entre le 16 septembre 1914 et le 15 juin 1915. Les batailles de Picardie, en juin 1915.
La bataille de Champagne, du 25 septembre au 26 octobre 1915. La bataille de la Somme, de janvier à octobre 1916. L'offensive entre la Somme et l'Oise, de novembre 1916 à mars 1917. La bataille de l'Aisne, en avril et mai 1917. La défense de la Haute-Saône, en juin et en juillet 1917. L'usure sur le chemin des Dames, les 2 et 3 novembre 1917. Présence à l'édification de tous les travaux, appelés repos à l'ouest de Reims, de juillet à novembre 1917. La bataille sous Reims, de janvier à mai 1918, avec l'attaque le 1er mars sur la Pompelle. La contre-offensive allemande sur le chemin des Dames, du 1er au 18 juin 1918. Les contre-offensives sur Reims de juillet à octobre 1918 et pour finir dans le face-à-face du repli allemand du 1er octobre au 11 novembre 1918. Mais tous ces récits de combats voulus glorieux légués sous le contrôle de la parole officielle nous livrent peu, et voire pas un mot sur le quotidien de ceux qui en seront la chair à canon. Le centre de recrutement d'Ivry n'est évoqué au livre d'or et subrepticement que 2 fois. Metz, jamais. Pour nous raconter la vie et la vérité de notre village, il ne subsiste qu'à fouiller et retrouver et rassembler les images des cartes postales destinées au bon moral des soldats séjournant à Metz. Et surtout, de s'attarder sur ce qu'ils ont écrit au dos. Ceux qui sont venus chez nous en quittant leur famille pour apprendre le maniement d'un fusil avant de partir vers l'inconnu meurtrier des champs de bataille. À Metz, nous avons à retenir la mémoire de cette France, des gens simples, et pour lesquels savoir écrire, même sommairement, avait été depuis 1881 un des bienfaits de la République. Lors de la mise en place des conseils de révision, des conscrits ont donné un chiffre symbolisant le degré d'instruction. 0 ne sait ni lire ni écrire. 1 sait lire seulement. 2 sait lire et écrire. 3 possède une instruction primaire plus développée. 4 a obtenu le brevet de l'enseignement primaire. 5 bachelier, licencié, etc. Et une croix quand on n'avait pas pu vérifier l'instruction. Pour la guerre de 14-18, on retrouve relativement peu de 0. 3 à 4%. La majorité reste à 1 à 2. C'est lire et écrire seulement. En outre, les registres indiquent si maîtrise de notions musicales, savoir monter à cheval, conduire une voiture ou même savoir faire du vélo. C'est avec émotion qu'on déchiffre l'écriture de ces petits mots préservés, quelquefois confus, rédigés depuis Metz. Tous ont en commun de dire finalement très peu et de ne pratiquement jamais parler d'avenir, pour apporter des nouvelles sommaires ou une pensée bienveillante aux familles, aux proches et aux amis. Le 18 juillet 1915, à Mademoiselle Renée offre 2 passages Penel à Paris. Ma chère petite fille, ton père va bien et n'est pas trop fatigué. Nous sommes en train de faire la soupe au bord de la rue. Je vous embrasse tous les 3, Gabriel. Le 12 septembre 1915, à Madame Gilbert, 43 rue Saint-Placide à Paris. Je suis arrivé à Metz ce soir, jeudi 6 heures. Je suis resté 2 jours à Ivry. Je suis venu dîner à la maison, mais de 5h à 9h. Je n'avais guère le temps de venir. Mais je pense avoir une permission, car j'ai un mois de repos. Bon baiser à Mémé et Clairon. Le 16 octobre 1915, à Monsieur Aimable Roussel, brancardier au fort d'Ivry, 3e bataillon, secteur G. Eh bien, mon vieux Aimable, crois-tu qu'on passerait un moment à Saint-Éloi? Bonne chance, ton ami Julien. Le 5 octobre 1916, le soldat Gustave Rousselot du 21e adresse son message d'amitié au soldat Henri Bousquet du 41e colonial au secteur postal 190. Mon cher Henri, je suis à Metz. Je compte te rejoindre un de ces jours. Bonjour de papa. Bien des choses aux copains pour moi. Signé Gustave. Le 2 mai 1916. Mon cher Albert, je pense que ta perme s'est bien passée. Si j'avais su, j'aurais fait mon possible pour aller au premier de l'an. Enfin, au régiment, on fait pas ce qu'on veut. Ton copain est dévoué. 21e colonial, 26e compagnie, 14e escouade. Camp de Metz, Seine-et-Oise. À fin août 1916, Paul Flottès du 21e colonial, 21e compagnie, adresse à son père Jules, au 12 rue Hervé Gardis à Rodez,
la présentation de son installation à Metz. Ces baraques, c'est le réfectoire du 21e colonial. Voilà où nous mangeons. Ça ne paraît pas, mais c'est grand et il y rentre quelque chose comme personnel. À sa carte suivante, il mentionne: là où il y a une croix, c'est l'infirmerie, à côté de la guérite et de la chambre de détail. Et la cuisine se trouve dans le plus profond du couloir, où il y a le corridor qui fait un cercle. En octobre 1916, il fait part de ses interrogations qu'il se pose sur son avenir. Je crois que Metz commence à s'étirer pour moi. La ligne va peut-être prendre une autre direction pour moi et mes camarades. Je ne sais pas vous dire si c'est à Salonique ou bien au front. En tout cas, c'est au 34e colonial qu'on est versé. Du moins, je crois. Le 22 novembre, il rédige un résumé en mémoire de son séjour à Metz. Arrivé à Metz le 17 août 1916, venant du 21e colonial à Ivry près de Paris. Parti de Metz pour le 34e colonial pour former un régiment en direction de Marseille le 12 novembre. Embarqué sur le Mustapha II et arrivé à Salonique le 22 novembre à la 34e coloniale, 17e compagnie, 6e escouade, 3e section d'armée d'Orient. Le 17 décembre 1916. Chers grands-parents, je m'empresse de vous écrire cette carte pour vous faire savoir de mes nouvelles. Chers grands-parents, j'ai à vous dire que moi et René, nous sommes toujours en bonne santé. J'espère que pour vous, il doit en être de même. Je vous dirai que René est revenu d'équipe agricole samedi soir 9 à 11 heures. Et je vous dirai que moi j'étais à l'infirmerie vu que j'avais été souffrant et eu mal aux pieds. Et je vous dirai qu'il est venu me voir le dimanche matin à l'infirmerie et que j'ai été heureux de le voir. Mais je vous dirai que je n'ai pas eu le temps de lui parler car il a fallu qu'il parte à 11 heures avec la compagnie pour le camp de Metz. Et je vous dirai que pour moi, je suis parti d'Ivry le mercredi 13 décembre par le train et je suis arrivé à Metz le soir à 4 heures et la compagnie est arrivée le jeudi matin à 10 heures. Mais je vous assure que ce n'est plus comme à Ivry où nous sommes logés dans des baraquements entourés de bois et je vous dirai que nous n'avons pas chaud la nuit. Je vous dirai que je suis heureux car je suis avec René dans la 6e escouade. Et je vous dirai que hier, on nous a demandé notre résidence et je crois sûrement que nous allons aller en Perm quelques jours à Noël et je pourrai aller vous voir, chers grands-parents. Je termine ma carte en vous embrassant bien fort. Signé Louis. Metz, le 2 janvier 1917. Chers cousins et cousines, je vous envoie cette carte en vous disant que je suis arrivé en France. Je suis au 21e colonial à Metz en attendant pour partir à Salonique par le prochain versement. Probable qu'on ira s'habiller au fort d'Ivry et si je peux avoir une permission de 24 heures, je passerai vous voir, chers cousins et cousines. Il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse année et une bonne santé pour 1917, ainsi qu'à la petite Rachel qui doit être grande depuis 1911. Au revoir et à bientôt. Votre cousin qui vous embrasse bien fort. Signé François. Metz, le 2 juin 1917. Mon cher papa, après 12 heures de voyage, je suis arrivé à bon port dans ce joli patelin, après de nombreuses péripéties. Demain, quand je serai un peu plus reposé, je t'écrirai plus longuement. Embrasse bien pour moi mes frères et sœurs. Baiser affectueux de ton fils, Robert. Le 24 juin 1917. Cher Henri, nous avons embarqué à Ivry samedi à 10 heures et nous sommes arrivés à 2 heures tantôt pour nous poster dans un patelin en pleine moisson. Nous avons un camp de prisonniers tout à côté. Ils sont plus gras que nous autres. Nous logeons chez l'habitant sous les toits. Nous sommes à 20 dans un méchant grenier. On ne peut même pas se retourner, mais je pense qu'on ne restera pas là-dedans. Vous parlez. J'ai mangé mon plein blanc pour les permissions. Maintenant, on peut se cintrer tout juste 4 par section, officier compris. Alors nous avons le temps d'attendre. Je vous quitte, cher Henri, votre cousin qui vous serre cordialement la main. Signé R. Mercier. Metz, le 9 août 1917. Chère cousine, j'espère que tu es en bonne santé. Quant à moi, je vais bien, je crois que le travail va toujours bien. Quant à moi, le métier va bien. Nous devons partir de Metz d'ici une quinzaine de jours pour nous faire habiller à Ivry. Je ne vois plus grand-chose à te dire. Je termine en t'embrassant bien fort. Ton cousin Émile. Le 17 septembre 1917, Marcel écrit à ses parents. Chers parents, je vous envoie bien le bonjour en attendant. J'espère que vous êtes bien portants pour le moment. Quant à moi, ça va toujours. Je vous demanderai si vous voulez m'envoyer de l'argent pour aller à Malesherbes et m'envoyer un colis où il y aurait du saucisson sec.
je vous dirai que nous n'avons plus le droit de poser une permission. On ne les prend plus. Je vous quitte en vous embrassant tous bien fort, votre fils qui pense à vous. Le 2 octobre. La mairie et l'hôtel des postes de Metz. C'est pas trop mal, hein? Signé Marcel. Le 12 février 1918, le caporal Deschamps écrit à sa mère, 45 rue du 14 juillet à Pau. Ma chère maman, reçu lettre de Lucie, merci. Entrée ce matin à l'infirmerie, toujours pour la même chose. Baiser affectueux à tous, et à toi en particulier, Benjamin. Metz, le 19 avril 1918. Chère tante, je profite de cet après-midi pour vous donner de mes nouvelles. Je suis toujours en bonne santé. Je pense que ma carte va vous trouver de même. Je vous dirai qu'il fait chaud dans le pays de Metz. Je crois que les marsouins vont laisser là leur graisse à Metz. Il y a peu de changements à la compagnie. Il y a 2 lieutenants, plusieurs sergents et caporaux. Je partis pour les grèves à Paris. Je vous dirai aussi que je me suis fait arracher les dents cette semaine. Je crois qu'on va nous les remplacer. Mais ce qui me plaît le plus, c'est qu'on va nous envoyer à Versailles pour cela. Chère tante, je ne vous parle pas encore quand je m'en irai en perme. Aujourd'hui, il y a des permes de 48 heures, mais c'est pas pour ceux qui sont à plus de 150 km. Je ne connais pas d'autres nouveaux. Votre neveu qui vous aime pour la vie. Une bonne pouillée de main à grand-père. Signé Auguste. Le 21 avril 1918. Chers grands-parents, je profite de cet après-midi pour vous donner de mes nouvelles. Je suis parti d'Ivry vendredi matin. Nous nous sommes rendus là finalement pour nous faire habiller et toucher notre matériel. À présent, je suis à Metz, un petit patelin de Seine-et-Oise à 70 km de Paris. Nous sommes dans des baraquements à remonter d'une colline. Malgré la mauvaise saison qui s'avance, il ne fait pas très chaud. Il est vrai que toutes les nuits, il gèle blanc. Je crois que chez vous, c'est de même. À part cela, nous sommes bien nourris et pas trop tenus tous les soirs. On peut sortir après la soupe. Ça ne vaut quand même pas la vie civile. Vous ferez part de ma carte à ma tante. J'espère que ma carte va vous trouver en bonne santé ainsi que ma tante. Votre petit-fils Garot Auguste, 21e régiment d'infanterie coloniale, 21e compagnie, Metz, Seine-et-Oise. Les historiens s'accordent sur 18,6 millions de morts et dont presque 9 millions de civils au bilan de la guerre de 14. La base de données officielle référençant les morts français déclarés morts pour la France recense plus de 1,3 million de militaires, sans comptabiliser ceux qui mourront des suites tardives de blessures, de maladies ou resteront handicapés, mutilés à vie. Environ 30 000 monuments commémorent les douleurs dans presque tous les villages et les villes de France. Le monument de Metz nous laisse mémoire gravée de 46 noms qui ont été attachés à notre village et morts pour la France. 2 d'entre eux n'ont pas eu droit à l'officielle mention mort au combat, car décédés après l'armistice du 11 novembre 1918. Jules-Auguste Bureau, décédé le 28 octobre 1920 d'une tuberculose contractée au front, et Joseph Théodore Vernon, décédé de ses blessures le 5 décembre 1918. Au-delà des morts en héros, il y a eu un sujet tabou et longtemps soigneusement caché, minimisé. Il aura fallu 100 ans révolus pour que l'armée française révèle, en octobre 2014, un total de 1008 fusillés morts pour l'exemple. On a seulement pu retrouver les noms de 740 soldats au travers de documents divers, car environ 20% des papiers ayant trait au conseil de guerre ont disparu. En puisant dans le recoupement des sources, on estime que pour ceux qui ont été fusillés après jugement, le nombre de 668 est proche d'une réalité. L'un d'eux s'appelait Joseph Albo. Il avait quitté sa miséreuse Bretagne natale avec pour seul bien la condition du métier ingrat de terrassier, une éducation sans doute sommaire et une probable solitude de l'alcool. Sa dernière adresse d'homme civil libre, celle mentionnée sur son jument, avait été celle de notre village de Metz. Le conseil de guerre l'a condamné à mort, au motif suivant: outrage par parole envers supérieurs, voie de fait envers des supérieurs, vol de denrées, bris volontaire d'effets d'équipement. Il était né le 26 août 1880 à Quiriado, dans le Morbihan. Pour l'exemple, il a été fusillé le 14 février 1916 à Chaudes-Fontaines dans la Marne. Lâchement et jusqu'à lui refuser la grâce d'une messe, l'armée inscrira sur sa fiche militaire qu'il se serait suicidé.
Il est enterré à la nécropole de Sainte-Ménéhould, sépulture 2268. La mention « Mort pour la France » lui a été restituée. Progressivement et en réparation, le nom de ces impensables condamnés est gravé sur les monuments aux morts de France. Pour terminer le tour d'horizon de ce que fut notre village dans les heures sombres du premier conflit mondial, soyons heureux et fiers d'avoir su accueillir une vingtaine de familles réfugiées de Belgique et du nord de la France. Et puisque les morts des guerres sont faits pour ne pas mourir, pour nous rappeler nos devoirs humains, choisissons de tendre l'oreille et de toujours les écouter. Je m'appelle Georges Wetzel. Je suis né le 27 avril 1881, à Metz. Mes parents sont arrivés depuis la Lorraine, jusqu'à Metz, au lendemain de la défaite de 1870. Mon père était buraliste, et moi je me suis installé coiffeur, tout à côté, en haut de la grande rue. En face de l'église. Ma passion a été la photographie. J'ai été le premier à posséder un appareil de photographie à Metz. J'ai photographié tous les aspects de mon village aimé, les gens, les paysages. Quand est arrivée la tristesse de la guerre, en août 1914, j'ai été recruté à Versailles au 31e régiment d'infanterie. Tombé malade, loin de chez moi, je suis mort à l'hôpital de Poitiers le 9 février 1915. J'ai été enterré dans mon village où je suis toujours. J'avais 33 ans, mais depuis plus de 100 ans mes photos me survivent et témoignent combien j'ai aimé vivre.